Donc il y a une vidéo qui a été faite auparavant concernant le concept de hasard et ses processus. C'est une vidéo qui a été faite auparavant, qui était une vidéo, on va dire, qui parlait de généralité sur le hasard et qui n'était pas forcément une vidéo à caractère mathématique, qui n'était pas une vidéo à caractère mathématique, qui était plutôt une vidéo dire qui donnait des idées euh, générales sur le hasard, tout en ayant un profil sous-jacent qui faisait transparaître des mathématiques derrière. Voilà. Donc je ne suis pas intervenu avec aucune formule. Ça, vous pouvez aller voir la vidéo concernant donc le hasard. Mais cette fois-ci, bon, on va commencer à entrevoir les bribes mathématiques au travers de l'histoire qui a apporté, je veux dire, des éléments nouveaux, des éléments mathématiques par des mathématiciens à la base qui ont, qui ont raisonné sur euh, le hasard et le conceptualiser sous forme mathématique, puisqu'en fait, euh, euh, le concept de hasard a été pris par des savants mathématiciens en général, par des physiciens et par des astronomes, etc., qui sont tous mathématiciens à la base, en fait, quelque part, hein, qui se sont accaparés, je veux dire, ce concept de hasard pour le traiter et lui donner une orientation mathématique pour essayer d'en trouver des, euh, des liens mathématiques par rapport à un événement qui pourrait être, je veux dire, relatif au hasard. Donc, à la base, il faut approcher déjà ces notions de hasard et puis par après, euh, euh, en trouver des liens euh, qui pourraient, je veux dire, être euh, bienfaiteurs pour la suite des concepts sur le hasard. Eh bien, différents mathématiciens sont intervenus. Je vais pas, dans un premier temps, je ne vais pas expliquer leur histoire, mais en tout cas, il y avait Huygens. Huygens, je crois que c'était un Hollandais, j'en suis pas trop sûr, voir Internet, de Fermat, Buffon, avec les fameuses aiguilles de Buffon. Et, enfin, c'est plutôt Buffon, hein, Buffon, parce que c'est plutôt en français. C'est pas comme le gardien italien qui s'appelle Buffon. C'est plutôt les aiguilles de Buffon, qui était un conte, le conte de Buffon. On retrouve bien sûr Bernoulli et Laplace. Laplace. Et chacun des mathématiciens ont tiré, je veux dire, au travers de jeux qui se faisaient entre eux, hein, ils se faisaient des petits jeux, et se posaient des questions, et ils tentaient, certains mathématiciens tentaient de les résoudre mathématiquement. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes posés, comme, hein, comme si on prend le cas des fractions, il y avait différents types de cas de fractions qui étaient posés au niveau de l'époque égyptienne, et en fait, au travers des scripts, comment on appelle ça, enfin de l'écriture égyptienne, euh, voilà. Et en fait, les Égyptiens ont tenté de répondre à ces fameuses questions, hein, qui étaient en fait des équations, des équations. Bon, comme ils n'avaient pas l'outil des équations, l'outil pour résoudre les équations, mais ils tentaient de le résoudre à leur manière. Voilà. Et donc c'était des questions posées, mais par après, comme est venu les outils mathématiques ont donné, on a trouvé des lois mathématiques, et bien on a pu résoudre facilement, très facilement, ces fameuses fractions, puisqu'en fait, c'était très simple avec des outils, mais eux, ils n'avaient pas ces outils-là. Et ici, c'était pareil, à cette époque-là, hein, 1600, 1700, c'était les prémices, je veux dire, de l'étude, je veux dire, du hasard, et donc ils s'envoyaient des petits jeux comme ça, hein, notamment le chevalier de Méré, hein, les aiguilles de Buffon, enfin, il y a toute une panoplie comme ça de jeux qui sont s'envoyant entre eux pour, je veux dire, être euh, qui étaient, on va dire, des mystères à devoir être résolus par notamment des grands savants, puisque c'est eux qui s'accaparaient, je veux dire, les fameux problèmes qui étaient posés. Donc, par exemple, le problème du chevalet de Méré ou l'aiguille de Buffon, c'est deux cas de figure, mais il y en a tellement que, je veux dire, bon, ils s'en envoyaient tellement que, bon, il y a tellement de problèmes de ce style
voilà, et ils n'avaient pas les outils. À ce moment-là, ils nous avaient pas les outils des, on va dire, des probabilités. Et donc, des probabilités et des statistiques, mais malgré tout, ils finissaient par des méthodes propres à eux de trouver des réponses en tant que mathématiciens, en passant par euh, des manières de résoudre qui étaient, je veux dire, un petit peu, je veux dire, je veux dire, spécifiques de leur temps. Voilà. Alors, bien sûr, on a entendu qu'il y a pas mal de savants, notamment ici on voit Jacob Bernoulli qui a fait un traité, hein, il a fait un traité de mathématiques sur, voilà, sur les règles du hasard, et notamment beaucoup de personnes sont passées par là. Bon, il y a Pascal de Fermat, comme je l'ai dit, euh, qui ont fait des découvertes que je ne vais pas ici, comment ça s'appelle ça, élaborer, parce que c'est pas le but, mais je le ferai peut-être une autre fois. Hein. Mais on sait qu'en 1666, eh bien, il y a un fameux mathématicien qui est très connu, Leibniz, dans le calcul différentiel et intégral, qui était à ce moment-là âgé que de 20 ans. Il s'est montré plus enthousiaste par rapport à Pascal et de Fermat. Euh, et il a rencontré un intérêt d'écrire, je veux dire, de publier un livre, d'écrire un livre qui était l'art de la combinatoire. Voilà. Donc en fait déjà, on avait déjà un petit bouquin qui était, je veux dire, et ça c'était en 1666, hein, parce qu'ici, bon ça, le bouquin là, bon c'est 1713, hein, c'est un bouquin de 1713 de de Jacob Bernoulli en fait, Jacob Bernoulli, voilà, Jacob Bernoulli. Parce que les Bernoulli, il y en a plusieurs, hein, faut pas les confondre. Hein. C'est toute une famille. Quand on entend Bernoulli, il y en a beaucoup dans la famille. Hein. Ça a donné plusieurs savants, 6, 7 savants, je sais pas combien. Mais pas confondre ce bouquin-là avec le bouquin de Leibniz. Leibniz qui a écrit un bouquin en 1666, déjà qui commençait à faire les prémices de la combinatoire au travers de son bouquin qui est L'art de la combinatoire. Euh, et après ça, quelques années après, hein, je veux dire, euh, enfin, euh, l'art de la combinatoire qui, bien sûr, les mathématiques, je veux dire, étaient souvent une aide pour, euh, généralement pour l'économie, l'agriculture, euh, euh, voilà, et pour tout ce qui était œuvre de travail. Je ne vais pas parler d'industrie parce que si je prends l'époque, l'époque romaine, l'époque égyptienne, il n'y avait pas d'industrie pour ainsi dire, hein, de grosses industries. Donc, ils avaient l'agriculture, la finance, et il faisait des mathématiques, donc les mathématiques servaient dans ces cadres-là. Et donc ici, Leibniz, quand il a fait son bouquin en 1766, l'art de la combinatoire, qui était, qui était un petit peu la manière de voir le hasard, hein, de tenter de prédire euh, d'avoir une certaine vision sur le hasard, hein, eh bien, il écrivait euh, des livres à tendance, on peut dire, économique avec de la probabilité. euh, donc, ce qui était probable d'arriver au niveau euh, économique. Ce qui était probable d'arriver au niveau économique, ce qui était euh, le hasard, ce que le hasard pouvait arriver à sortir comme résultat au niveau euh, économique. Donc lui, il s'est intéressé à l'art de la combinatoire, mais plus pour un aspect économique. Parce qu'en fait, il a fallu, je veux dire, par après, donc un astronome anglais qui est Halley, comme Halley, comme la comète de Halley. Hein, d'ailleurs, son nom, je crois qu'il vient de là, Halley, qui est un astronome anglais. Vous voyez que la science venait un petit peu de tous les profils de nationalité. On retrouve des Français, des Anglais, Huygens qui est un Hollandais. Bon, en fait, c'est beaucoup l'Europe qui a donné, je veux dire, anglais, français et hollandais, qui étaient des sociétés, je veux dire, très développées et qui ont, je veux dire, permis d'essor de la science, énormément de la science, à ces époques-là. Voilà, ces époques-là. Donc, allez ici, et lui, il revient, il a fait les premières tables de mortalité et il les a utilisées pour l'étude des probabilités, voilà, de probabilité de survie d'une personne
ou même d'un groupe de personnes. La probabilité de survie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Voilà, et en fait, après ça, bon, il y avait un vide, et il restait en fait un grand monde à découvrir, un grand monde, je veux dire, sur l'analyse des hasards, hein, sur l'analyse des prédictions, sur l'analyse des probabilités, qui restait une vaste, ça restait, je veux dire, un trou béant à pouvoir élargir, à trouver, je veux dire, des modèles des lois. Parce qu'en fait, une fois qu'il a écrit son livre, bon, allez, là, à ce moment, il y a eu un vide, parce qu'après ça, je veux dire, il n'y a plus personne qui a écrit euh, euh, de traités mathématiques concernant comment on appelle ça, les lois sur euh, le hasard, et donc les lois sur les probabilités. Il a fallu justement attendre ce traité ici, qui est en 1713 de Jacob Bernoulli, en fait, qui est euh, Ars Conjectandi, euh, qui veut dire, qui est une œuvre posthume publiée par un autre membre de cette famille, et qui n'a pas donné, enfin, cette famille a donné pas moins de 8 mathématiciens de talent, hein. Il y a eu Nicolas Bernoulli, hein, dont notamment Nicolas Bernoulli, hein. Cet ouvrage capital contient donc la première formulation de la loi des grands nombres. Euh, 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 cette fameuse loi dont tout le monde parle sans savoir ou juste ce qu'elle contient. On l'appelle aussi théorème de Bernoulli, le théorème de Bernoulli, ou la loi empirique du hasard. La loi empirique du hasard. Et très grossièrement, elle peut s'énoncer ainsi. Il est très peu probable que si l'on fait un nombre suffisamment grand d'expériences, la fréquence d'un événement s'écarte notablement de sa probabilité. Alors, donc, tout ça pour vous dire que il y a eu des traités mathématiques, hein, chacun par des savants d'époque, de ces époques-là, qui commençaient déjà à découvrir donc les lois de prédiction, les lois de probabilité, des lois. Ça commençait, on va dire, hein, ils s'envoyaient des petites, on va dire pas des petites blagues, mais des petites. Oui, ça pouvait prendre la forme d'un mystère, d'une blague, d'une énigme, d'une énigme. Et en fait, il les résolvait par les théories de probabilité. Enfin, par les théories, non, parce qu'il n'y avait pas de théorie à ce moment-là. C'était les bribes de théorie qui commençaient à, je veux dire, à se construire. Donc, ils avaient très peu d'outils pour trouver des solutions aux énigmes qui étaient posées. Alors que maintenant, je veux dire, vous avez des outils, enfin, on a des outils suffisamment connus pour les appliquer et trouver des solutions assez facilement aux problèmes des probabilités. Voilà. Sachez que les problèmes de statistiques, probabilité, généralement, ont été informatisés. Donc, hein, il existe un programme qui est SPSS. Bon, si on veut faire des statistiques élaborées, ben, les organismes nationaux de statistiques, en général, ils ont des programmes assez, je veux dire, conséquents qui sont faits uniquement pour faire des études statistiques. Donc, tout est informatisé. On ne doit plus faire les calculs manuellement. Par contre, on doit savoir tirer les conclusions qui ressortent de ces études-là au travers, bien sûr, les graphiques, qui fait les graphiques, mais c'est l'ordinateur qui fait le graphique, qui fait l'étude complète, c'est l'ordinateur. Il n'y a qu'à introduire les nombres, et après on essaie comment on appelle ça, de voir les corrélations qu'il y a entre les différentes variables d'entrée euh, euh, qui existent. Voilà. Et les études, on peut faire des études, comme je l'ai dit dans la première vidéo, des études sur tout et n'importe quoi. Voilà. Donc en fait, voilà, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que quand j'avais vu le concept de hasard, la vidéo sur le concept de hasard, mais c'était une vidéo qui n'était pas forcément à caractère mathématique. Vous avez pu le constater, j'ai presque rien mis comme calcul. Et je crois que je n'ai omis aucun calcul, aucune formule, je crois. Je ne me souviens pas d'avoir mis des formules, mais je me souviens très bien d'avoir élaboré la théorie sur le hasard. Une théorie sur le hasard, une théorie conceptuelle sur la définition, on va dire, pas une définition formelle, mais
on a appréhendé, enfin j'ai appréhendé au travers je veux dire, d'un concept, ce qu'était en fait le hasard et comment, je veux dire, tenter à partir de ce concept de commencer à faire une étude plus réfléchie, plus rationnelle et plus élaborée, menant vers une mathématique. Voilà. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, j'ai un tableau. J'ai un tableau. Je fais un dessin, voilà, et mon dessin n'est pas une copie. Voilà, parce que je peux faire une copie d'un dessin, hein, bon, une copie d'une photo. Mais si je fais une copie d'une photo, je n'aurai pas la photo, fatalement, hein, parce que le dessin, une photo, plus précis qu'un dessin manuel. Quoi qu'on essaie d'avoir le maximum de précision, bon, on n'aura jamais la précision de la photo. Autant faire une photo pour avoir la photo. Donc on aura toujours, on va dire, un aspect qui va être aléatoire, ça va être l'imprécision. L'imprécision serait aléatoire par rapport à la photo originelle. Maintenant, pourquoi fait-on de la musique? Mais la musique, c'est pour justement goûter à l'art de la musique de manière, on va dire, avec son imprécision. Parce que si je veux être le plus précis possible au niveau de la musique, mais je mets toute la musique au travers d'un programme informatique qui, elle, va jouer avec précision sans, sans nuance. Voilà. Par contre, jouer de la musique avec un instrument de musique, hein, donc quand je dis utiliser un programme, c'est de mettre des notes musicales sur un programme. Il va jouer ces notes-là avec la rythmique et il va jamais se tromper. Il fera toujours en fonction de ce que vous avez rentré. Par contre, euh, quand on joue de la musique, on va jouer 4 fois la même musique. Mais je sais pas si vraiment on a une sonorité pure pour les 4. Bon, ça m'étonnerait. Parce qu'il y a une imprécision même si certains vont jouer 5 fois la même musique, on croit que c'est 5 fois la même chose, mais il y a le hasard qui va faire qu'il y a des touches qui ont été touchées légèrement un peu plus qu'une certaine autre. Le temps pour passer d'une touche à l'autre, à un moment donné, a été vraiment un centième plus court que l'autre. Donc, on aura des imprécisions qui va donner qu'on n'est pas comme dans un programme informatique où là, on a une précision comme le cas de la photo, qui est une précision à 100%, et là, le programme informatique de sonore est précis à 100%. Par contre, à l'instrumental, bon, ça nous laisse des fifrelins d'imprécision qui font qu'on a un léger hasard qui va faire en sorte que la musique va être appréciée en fonction de la façon de jouer, et avec ses erreurs. On peut avoir des erreurs qui vont bien sonner. Par contre, quelqu'un qui fait un tableau, un tableau, qui lui ne part pas à partir d'un dessin, un tableau créatif, hein, là, on est dans la pure spéculation, dans la pure recherche. Donc, qui dit recherche dit imprévisibilité de la fin du dessin. On ne sait pas ce qu'on va voir à la fin du dessin parce que la personne cherche euh, la façon d'organiser, je veux dire, son aspect géométrique de telle manière à avoir de l'abstraction. Hein, si c'est un dessin abstrait, hein, je peux avoir des choses abstraites, purement abstraites, comme une part d'abstrait, une part de concret. Voilà, dans le dessin. On peut avoir du concret à 100%, de l'abstrait à 100%, mais on peut avoir un mélange d'abstrait et de concret. Bon, alors bon, quelqu'un qui fait une recherche il ne sait pas où ce qui va. Donc il y a une imprévisibilité. Par contre, ici, on va dire que son dessin à la fin va être le fruit. euh, Au départ, on vire vers le hasard. On ne sait pas où ce qu'on va. Hein, on fait un peu, on va dans un chemin, puis ça ne va pas là-bas. On change de chemin. Voilà, on a un dessin qui correspond, je veux dire, en fonction. Bien sûr, ici, c'est plutôt rationnel. C'est un chemin recherché qui est rationnel. Mais au départ, bien qu'il soit rationnel, il y a des bribes de hasard. Des bribes de hasard. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que, encore une fois, là, c'est pas mathématique. Pour qu'il y ait mathématique, il faut qu'il y ait des nombres. Voilà. Donc, les mathématiciens, bien sûr, ils vont pas s'amuser à décortiquer les phénomènes de hasard au travers, par exemple, d'une peinture qui serait hasardeuse. Non, ils vont
s'intéresser à des problèmes de hasard de au travers de nombres. Voilà. Et c'est là que maintenant le caractère mathématique va entrer en ligne de compte. Donc, ce qui veut dire que les concepts que j'ai attribués auparavant concernant le hasard, mais il faut les revoir tout en maintenant en ayant un certain aspect de l'orientation mathématique qu'on va attribuer, je veux dire, à cette notion de hasard. Contrairement à la vidéo précédente sur le concept de hasard, où là, je n'avais pas introduit le concept de mathématiques. Mais cette fois-ci, le concept de mathématiques, je vais avoir une orientation mathématique du concept du hasard. Donc, je vais jouer avec des nombres. Donc, j'aurai des nombres en entrée, et bien sûr, des résultats, cette fois-ci, avec des valeurs. Parce que je joue avec des nombres. Je joue avec un ensemble de nombres, donc en sortie, j'aurai fatalement des résultats qui seront des valeurs. Et donc là, comme on joue avec des valeurs, il y a le concept mathématique qui va, enfin l'outil mathématique qui va venir aider les mathématiciens pour tenter d'aider les mathématiciens pour trouver des lois spécifiques sur les lois du hasard, les lois des probabilités. Bon, maintenant, je vais m'attacher à des définitions que j'ai déjà vues auparavant, mais cette fois-ci, je vais les préciser parce que je vais me situer dans un domaine des mathématiques. Alors, on avait vu que ce qu'était un phénomène, au travers du concept, mais cette fois-ci, un phénomène aléatoire ou une expérience aléatoire. Je vais redéfinir les choses un peu plus précisément par rapport au concept que j'avais attribué auparavant, qui était un concept, je veux dire, non formellement basé sur les mathématiques, alors qu'ici, c'est basé sur les mathématiques pures. Voilà. Donc on a des nombres, cette fois-ci on a que des nombres. On va jouer avec des nombres. Voilà. Un phénomène aléatoire, en fait, c'est une expérience qui pouvait donner lieu à plusieurs résultats possibles. Parce que j'avais traduit déjà auparavant que si on n'avait qu'un résultat, ben, il n'y a pas de phénomène aléatoire parce que je connais ce qui va ressortir en finalité. Voilà. Si j'ai qu'un résultat, je prends, je prends une pièce avec un 1 en pile et un 1 en face, mais j'ai qu'un seul résultat, c'est 1. Donc quand je vais lancer, j'aurai d'office 1. Donc il n'y a pas d'expérience aléatoire. Je connaîtrai le résultat en finalité. Ben, si je connais le résultat en finalité, c'est que ce n'est pas un phénomène aléatoire. Donc il faut plusieurs résultats à la base. Donc qu'est-ce que c'est qu'un phénomène aléatoire? C'est une expérience pouvant donner lieu à plusieurs résultats possibles. Et généralement, je peux noter par exemple H. Bon, H. Je peux le noter H. Ah, H. 2 points. Voilà, par exemple, je vais donner une expérience aléatoire, un phénomène ou une expérience aléatoire, H1, qui est, par exemple, jeter un dé. Donc c'est une action, jeter un dé. Bon, je prends un dé, je jette. Un dé, bien sûr, avec des résultats, parce que le dé contient des valeurs. Donc là, on va traiter mathématiquement la chose, parce qu'il y a des valeurs sur le dé. Dans un dé, si je prends un dé à 6 faces, eh bien, il y aura, si je mets pour chacune des faces, j'attribue un point, hein, j'attribue pour chaque face une valeur distincte. Donc la face 1, si la face 1 contient le numéro 1, la face 2 contient le numéro 2, 2 avec un point, 2 avec 2 points, face 3 avec 3 points. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici, j'ai fait une application une relation entre la face et c'est une application. Parce que en fait, tout sera occupé. Face 4, on aura 4. Face 5, on aura 5 points. Face 6, on aura 6 points. Bon, 4 est représenté par 4 points, 5 par 5 points et 6 par 6 points. Bon, si je coupe les dés, ben, j'ai un autre jeu. Hein. Ici, j'aurai 1 et 3. J'aurai 1 et 3. Et on retrouve le jeu de domino.
Si j'ai 1 et 2, 1 et 2, donc je prends deux faces, celle-ci et celle-là, j'ai 1 et 2. Si je prends celle-ci et celle-là, j'ai 1 et 3. Voilà. Si je prends celle-ci et celle-ci, j'ai 2 et 4. Voilà, un jeu de domino. Donc on a bien une application des faces vers l'attribution d'une valeur de 1 à 6. Voilà. Donc les phénomènes expérience H1, noté H1, phénomène aléatoire. C'est bien un phénomène aléatoire parce que je ne sais pas ce qui va sortir de 1 à 6. Un deuxième expérience aléatoire, c'est un tirage de cartes. Tirage de cartes, pourquoi? Parce que les cartes, il y a des valeurs. Hein, des valeurs bon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais simplement, vous comprendrez qu'il y a des figures sur le 11 et 12. Donc sur le 11, j'ai le valet. Sur le 12, j'ai la dame.